Bienvenue à vous mes chers amis sur la So Énergie Divine, notre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage surtout. Aujourd'hui je voulais partager avec vous un petit support psychologique qui peut vous aider comme il m'a aidé à une époque. Et je remercie et je bénis Marc, une psychologue qui m'avait donné ces outils. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire le partage. Nous allons parler du vampirisme. Vampirisme. Tout d'abord, vampirisme énergétique ou vampirisme émotionnel? Car loin des clichés hollywoodiens, commençons par définir les termes, car il est bien précisé vampirisme et pas vol. Au sens littéraire, vampirisme est défini par le dictionnaire Larousse comme avidité de ceux qui s'enrichissent, du bien ou du travail d'autrui. Rapporté au domaine étudié ici, cette avidité cible une source énergétique ou émotionnelle. Dans le cas de vampirisme énergétique, la personne avide d'énergie se fournit chez d'autres personnes en les ponctionnant au niveau subtil. Dans le cas du vampirisme émotionnel, la personne crée une enclave mentale et émotionnelle autour de sa victime pour la paralyser. Votre partenaire est un vampire? Est-ce que c'est un vampire énergétique ou un vampire émotionnel? Votre partenaire est un vampire psychique? Le vampire émotionnel. De l'ami guignard qui vous fatigue à force de se plaindre au mari manipulateur, cette forme de vampirisme se caractérise dans deux types d'actions. Le pervers narcissique. Personnage bien sous tous ses rapports, socialement reconnu et apprécié, souvent même admiré. Il profite de son aura pour s'approcher de sa proie, comme un prédateur, en sapant progressivement sa confiance en soi et son estime. Il opère en manipulant la victime et son entourage pour que ses tromperies ne soient pas découvertes ou encore pire, soient carrément attribuées à la victime. Nous avons aussi l'intimidateur. L'intimidateur qui est proche du pervers narcissique. Mais l'intimidateur dévalorise, sans se cacher, en profitant d'une position hiérarchique supérieure, que ce soit au travail, en famille, en association, etc. Il joue de la culpabilisation, de l'humiliation, de la peur et du harcèlement pour rabaisser sa victime et se valoriser lui-même. Il existe aussi une troisième catégorie, le fouineur. Le fouineur, c'est le curieux qui cherche à tout savoir pour prendre le dessus sur sa victime, se rendre indispensable et se valoriser à ses yeux. Il s'insinue dans la vie quotidienne par des questions simples au début, puis de plus en plus indiscrètes au fur et à mesure que son ascendant s'installe. La victime devient méfiante, se cache ou agit discrètement, et ce déploiement d'énergie finit par profiter à son agresseur. Il y a aussi l'égotique. Celui-ci est pas mal. L'égotique est le centre du monde, et les astres tournent autour de son nombril. Il génère de l'intérêt pour sa personne, mais sans rien dévoiler de lui-même. Sa victime dépense beaucoup d'énergie à le connaître ou même à attirer son attention. Petit à petit, la victime devient psychologiquement obsédée par son bourreau. Celui-ci entretient la situation pour profiter de cette énergie psychique dépensée. Nous avons aussi le tragédien. Celui-là, je l'ai connu. Je l'ai bien connu, le tragédien. La personne pour qui tout est un drame théâtral. Celui-là, il est pas mal. Tout doit être parfait en permanence. La définition de cette perfection est toute personnelle, et son comportement engendrera de nombreux conflits avec son entourage. Tous ces conflits ramènent l'attention sur le bourreau qui en profite bien. Et il y a
le petit dernier, le dépressif. Il s'agit de la personne pour qui rien ne va et qui profite de chaque marque d'attention pour raconter ses malheurs. La victime finit par se plaindre, compatit, se met à sa place, et toute votre attention est focalisée sur le bourreau. La relation devient alors épuisante et à sens unique. Le bourreau sortant régénéré de sa rencontre, alors que sa victime est plus ou moins épuisée. Dans tous les exemples que je viens vous donner, ces types de vampirisme sont épuisants. Épuisants mentalement, émotionnellement et au final, physiquement. Mais il ne se produit pas de transfert direct d'énergie entre le bourreau et sa victime. La fatigue est ressentie. Et cette fatigue ressentie est due à la pression psychologique exercée par le bourreau, pas une ponction directe. Car le bourreau est régénéré par le bien-être psychologique qu'il ressent face au comportement de ses victimes. Toutefois, le lien entre les émotions et l'énergie explique aussi qu'il se produit un transfert indirect entre le bourreau et sa victime. La victime se déleste de beaucoup d'énergie dans son environnement, mais cette énergie est souillée par les mauvaises pensées induites par le bourreau. Une personne normale qui passera par là récupérera cette mauvaise énergie et sera affaiblie également. C'est ce qui crée une mauvaise ambiance dans les open space. Le bourreau a un fonctionnement énergétique différent. Il récupère l'énergie abandonnée par la victime et l'absorbe. Le patron tyrannique est donc un recycleur de mauvaise énergie. Dommage qu'il s'en serve pour obtenir et pour entretenir son comportement psychologique pervers. Cela dit, les vampires émotionnels sont souvent également des vampires énergétiques. Car si les deux mécanismes sont différents, ils arrivent souvent qu'ils cumulent les deux rôles. Mais si cette forme de vampirisme est fatigante, ce n'est pas comparable au véritable vampirisme énergétique. Le vampirisme énergétique. Tout le monde a un système énergétique identique. L'homme est une pile qui se décharge la journée pour agir au quotidien et se recharge la nuit pendant le repos. La dépense ne doit pas être supérieure à la charge, sinon la fatigue s'installe, puis la maladie, etc. Mais un vampire énergétique fonctionne différemment. Sa dépense énergétique est supérieure à sa charge. Donc, au lieu de se recharger uniquement de manière naturelle la nuit, il ponctionne de l'énergie dans son environnement pour entretenir son mode de vie énergivore. Beaucoup de vampires sont inconscients de leur acte. Le mari hyperactif ponctionne souvent dans sa famille ou ses animaux toute l'énergie qui lui manque. La femme dit souvent en levant les yeux au ciel tout en souriant « Ah, il m'épuise !» Mais le transfert se fait de manière inconsciente. Tout comme le porteur sain d'un virus transmet la maladie sans le savoir, il doit être traité et non pas tué. Je vous invite à lire le livre Vampirisme énergétique paru aux éditions Alliance Magique de Arnaud Tully. Magnifique auteur. On estime que 70% des vampires énergétiques agissent inconsciemment, soit de manière innée, soit de manière acquise en se retrouvant dans une situation de manque énergétique comblée par une autre personne. En tout cas, c'est un mécanisme automatique, acquis par l'expérience et qui se met en place et durera aussi longtemps que le vampire n'en prendra pas conscience. Les vampires psychiques ne boivent pas notre sang, mais notre vitalité, notre entrain et notre énergie. Ils sont toujours à l'afflux pour créer petit à petit des environnements dysfonctionnels, où l'on se retrouve épuisé, isolé, cerné par une relation usante.
Qui parmi nous ne s'est jamais senti vidé, comme vampirisé après une rencontre avec autrui? Les vampires émotionnels ne boivent pas notre sang, mais notre vitalité, notre entrain, notre énergie. Grâce à cette petite vidéo, j'espère que vous avez pu découvrir quel type de vampire affecte votre bien-être. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit chez les amis, sachez que les vampires sont toujours à l'afflux dans n'importe quel contexte. Grâce à ces outils, j'espère que vous allez pouvoir reconnaître les vampires psychiques et surtout, mes chers amis, vous en défaire. Je vous invite également à faire appel à votre instinct naturel. Et oui, les instincts naturels. Cassons de suite la vision judéo-chrétienne du bien et du mal dans cette histoire, car il s'agit d'instincts naturels nécessaires à la survie. Pour survivre, le vampire doit se procurer plus d'énergie. Dans une vision manichéenne, le vampire serait le mal et la victime le bien. Mais pour survivre, la victime doit se préserver du vol d'énergie et ainsi priver le vampire de sa source de substance, le condamnant ainsi à la souffrance et à la mort. Donc dans cette vision, le bien est le pauvre vampire, alors que le mal est l'égoïste victime. Ne demandons pas au loup de devenir vegan, sous prétexte que ce n'est pas bien de tuer un agneau. Ce sont des instincts primaires, liés à la nature de l'être humain. Il faut donc apprendre à faire avec, en connaissant tout simplement le mécanisme d'action. J'espère, mes chers amis, que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, ce sujet sera approfondi et je vous ferai une prochaine vidéo pour tout comprendre sur la vampirisation. En attendant, merci de partager, merci de commenter, merci de liker et de me dire si cet outil psychologique a pu vous aider. Et encore un grand merci à Marc Queneau, psychologue de renommée. Merci, merci, gratitude infinie pour ce magnifique outil. Soyez bénis, mes amis.